سأستعرض معكم بعجالة أسباب نزول هذه المحاضرة ولماذا اقترحنا عليكم تنظيم هذه المحاضرة. Donc sans transition, l'intitulé c'est vers un acte de bâtir compétitif. Enfin, chaque mot est un mot-clé en fin de compte. Compétitif parce que nos ressources sont limitées, donc on a besoin d'un acte de bâtir compétitif, durable, parce que nos ressources sont limitées, donc on doit faire fructifier et faire durer le plus que possible nos ouvrages. Et puis, 3 points de suspension, la digitalisation comme un levier et comme un socle surtout, qui permettrait justement de faire baigner l'ensemble de l'écosystème. Comme vous le savez, ce n'est pas évident de rassembler l'écosystème. La preuve en est, c'est que dans cette salle, il y a aussi d'autres acteurs de l'écosystème qui sont malheureusement pris dans des rencontres B2B ou dans la visite des stands. Et donc, vous imaginez un peu la difficulté à rassembler l'écosystème. Ce n'est pas seulement pour nous, mais pour l'ensemble de chaque acteur, tout un chacun. Et donc, on va essayer de parler de l'outil digital, pas en tant que gadget, mais en tant que, justement, catalyseur qui va booster, justement, cette approche collaborative, cette approche collective sans laquelle on ne peut pas réussir nos projets. Je vais vous présenter ici très rapidement, passer en revue, ce qu'a fait le Maroc comme projet structurant, parce qu'avant de parler de bâtiment, avant de parler de construction, il va falloir d'abord assurer une mobilité, assurer la liaison entre les différentes régions, désenclaver les différentes régions, assurer bien sûr une alimentation en eau correcte et assurer une alimentation tout court, suffisante et acceptable. Et donc il a fallu justement ces projets structurants pour lesquels le Maroc a œuvré depuis son indépendance, que ce soit les projets de barrages, les projets de routiers, autoroutiers, voies ferrées, tout ce qui est énergie. Vous savez très bien que le Maroc n'est pas doté de ressources, je dirais, classique d'énergie, mais plutôt essaie donc d'utiliser les ressources durables d'énergie, que ce soit l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Et comme par hasard d'ailleurs, quand vous prenez la carte du Maroc, là où l'énergie solaire commence à s'estomper, c'est l'énergie éolienne qui prend la relève en allant du nord-ouest vers le sud-est. Et c'est une chance et c'est une manne bien sûr qu'on doit faire fructifier parce qu'on ne peut pas se limiter justement à la manne naturelle. Bien sûr, en matière d'industrie et surtout en matière d'engrais et d'alimentation. Et là, la semaine dernière, on avait une rencontre de la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine, et il était beaucoup question de parler justement du rôle d'engrais chimiques et je dirais comment nourrir la population africaine qui fait plus d'1 milliard actuellement et qui en 2030 va frôler les 2 milliards et ça va aller crescendo. Alors, bien sûr, on atterrit vers les projets de bâtiment, vers les projets de construction. Une fois qu'on a bâti ces infrastructures, une fois qu'on a bâti ces artères, cette ossature, il est question de remplir les damiers. Et donc, pour remplir les damiers, il ne faut pas les remplir n'importe comment. Il va falloir les remplir avec un acte de bâtir réfléchi et responsable. Nous avons ici quelques exemples. Donc, il y a l'exemple des nouvelles villes. Alors, pourquoi nouvelles villes? Parce que dans une nouvelle ville, dans un nouveau site, on peut se permettre une meilleure planification, une meilleure programmation et surtout une analyse des risques tout azimut qui permet justement d'aboutir aux résultats escomptés et surtout d'aboutir à un logement où il fait bon d'y vivre. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir 4 murs, mais il faut d'abord avoir peut-être 4 murs, une surface réduite, modeste, mais une surface où il fait bon de vivre. Et bien sûr, il est question d'assurer une mobilité urbaine parce que quand on parle de nouvelles villes, quand on parle de croissance des villes et quand on va vers les grandes villes, vers les mégapoles, il est question d'assurer une mobilité et une intermodalité entre les différents quartiers de la ville. Alors, très rapidement, pour pouvoir
accomplir ces projets, nous passons en général par 4 phases essentielles du cycle de vie d'un projet, à savoir la planification et programmation. Et je ne cesserai pas de répéter que cette phase est essentielle pour tout ce qui va venir par la suite. Et de toute façon, quand il y a un échec, c'est à 70% au niveau de cette phase. Et bien sûr, dans cette phase, on va le voir, il y a plusieurs intervenants qui opèrent, pas seulement le donneur d'ordre, pas seulement le promoteur, mais tout un ensemble d'intervenants qui sont mêlés. Alors bien sûr, il y a la phase conception-modélisation. Et là, quand je dis modélisation, donc ça va au-delà de la conception classique. La phase suivie de réalisation et réalisation tout court et suivie d'exploitation et maintenance. Et Dieu sait que la maintenance doit être planifiée depuis le départ et pas seulement a posteriori. Et puis il y a la phase évaluation pour pouvoir assurer une amélioration de tout ce qu'on fait. Alors très rapidement, je vais vous faire un peu le parallèle entre le schéma classique d'une gouvernance de projet. Le schéma classique était un schéma binaire. On avait un promoteur ou un maître d'ouvrage vis-à-vis, qui a l'œil, avec cet œil evil eye, avec cet œil bienveillant sur la maîtrise d'œuvre, qu'elle soit architecturale ou technique par les bureaux de conseil d'ingénierie. Nous avons le maître d'ouvrage qui a l'œil sur l'entreprise, le maître d'œuvre qui a la maîtrise d'œuvre de manière générale, qui a l'œil sur l'entreprise, y compris le laboratoire, et puis l'entreprise qui a l'œil sur le sous-traitant. Et on peut citer autant de lignes que d'intervenants. Alors ce schéma-là est révolu, ça ne peut pas continuer de cette manière-là, d'où l'avènement d'une gouvernance, l'avènement dans certains pays, ça existe depuis longtemps, mais l'avènement d'une gouvernance participative. Et je dirais que cette gouvernance participative devra constituer un ensemble d'actes de suivi pour prendre des décisions en temps réel. Je lis cette définition textuellement, c'est une définition normalisée, à laquelle j'ai rajouté juste la partie participative. Décision en temps réel et appropriée à même de conférer au projet les meilleures orientations possibles en vue de la satisfaction des parties prenantes, les stakeholders. Et là, le grand mot-clé ici, c'est les parties prenantes et puis aussi l'analyse des risques tout azimut. Et sans donner cette importance aux parties prenantes, si on oublie, s'il y a une omission d'un seul acteur, tout le reste s'écroule. Et donc c'est pour cela que sinon on va revenir à l'approche binaire. Alors cette gouvernance-là, c'est vrai, c'est une organisation temporelle, c'est à l'occasion d'un projet. C'est pour ça d'ailleurs que le domaine du BTP, c'est un domaine de nomade par excellence. Donc l'acteur va d'un projet à un autre, etc. Et donc c'est une organisation temporelle, ça c'est important. Donc on doit faire bien rapidement dans un laps de temps limité et dans un lieu bien défini et qui ne ressemble pas aux autres lieux. Et puis spatial bien sûr, des actes nécessaires à la réalisation ciblée d'un projet, de la genèse à l'exploitation et maintenance. Et là, cette notion d'aller tout le long du cycle de vie est très importante et on ne peut pas prendre le train en marche. Non, il va falloir s'occuper de ce cycle de vie depuis le début jusqu'à son atterrissage, son accostage pour les gens qui ont des relations avec le domaine maritime à bon port. Et puis, alors, tout cela s'appuie sur quoi? S'appuie sur une identification des phases du projet. Bienvenue à nos amis de la Mauritanie. Donc, à une identification des phases du projet. Et c'est important parce que quand on définit les phases du projet, on définit aussi les interfaces entre les intervenants. Et Dieu sait que le diable réside dans les interfaces. Et puis une analyse exhaustive et dynamique, je dis bien exhaustive et dynamique, donc ça bouge dans le temps, et exhaustive, on ne doit rien oublier. Des risques intrinsèques pouvant les affecter fonctionnels, techniques et managériaux. Et j'en passe, il y en a d'autres. Et ceux liés à l'environnement naturel, socio-économique, politique et financier. Donc vous voyez, c'est une approche globale basée sur une analyse des risques. Alors les erreurs qui sont commises parfois, c'est qu'à défaut de faire une analyse des risques,
on opère par analogie. On dit que ce projet ressemble à ce projet-là, il représente les 2 tiers, donc on va prévoir les 2 tiers de l'effectif. Et là, c'est l'erreur fatale à ne pas commettre. Par contre, il va falloir une analyse des risques. C'est comme si vous confectionnez, vous faites la conception d'une veste sur mesure. Alors imaginez que vous allez offrir à quelqu'un une veste sans prendre les mesures. Eh bien, ça sera soit trop large, soit trop étroit, et donc ça ne sera pas le bon produit à lui proposer. Et là, compte tenu de tout cela, et en oubliant l'approche binaire, on vient donc à ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc si vous voyez, il y a le monsieur barbu là qui court contre la montre, et vous savez, ça c'est l'image de tout acteur dans ce secteur qui court tout seul et qui n'arrive pas à bon port. Hein. Par contre, s'il y a des synergies, et j'ai mis synergie à la fin S, il y a beaucoup de synergie entre les acteurs, eh bien, ce bonhomme-là sera beaucoup plus zen, beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus serein à mener à bon port. Et bien sûr, il est question d'être compétitif, il est question d'être durable, c'est d'où le symbole des petits arbustes. Et puis, tout cela, le digital comme un socle, comme j'ai dit au début, comme un levier pour justement cette approche collaborative réelle. On ne peut pas faire semblant de faire de l'approche collaborative. Hein. Vraiment, et je crois que c'est à l'image aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parmi nous des acteurs de plusieurs bords. Nous avons des architectes, des ingénieurs, des entreprises qui sont d'ailleurs nombreuses, que je remercie. Et nous avons même le président de la Fédération nationale de travaux publics. C'est à l'image de cette réunion d'aujourd'hui qui rassemble tous ces acteurs-là et qui acte réellement la participation et la contribution à cette approche collaborative. Alors pour parler de cela, pour parler de tout cela, on a essayé de constituer un vrai bouquet d'intervenants et d'orateurs qui ont roulé leur bosse dans ce secteur. Il y aura avec moi Oussama Al-Qbech, qui est directeur délégué de la Fédération nationale du bâtiment et travaux publics, qui va faire tout à l'heure donc une introduction et puis approcher un petit peu la problématique et parler des entreprises, de ce qui se fait aujourd'hui, parce que souvent on oublie qu'il y a une bonne partie de planification, de conception qui se fait au niveau de l'entreprise. Et souvent, avec cette vision binaire, on pense que la conception se limite juste au niveau de la maîtrise d'ouvrage, alors que non, ou bien de la maîtrise d'œuvre architecturale et technique. Mais l'entreprise, s'il n'a pas un bureau technique, s'il n'a pas je dirais des propositions de variantes, son mot à dire, le projet ne sera pas réussi. Nous avons avec nous Madame Lotta Wiebeck, qui est en fait qui est, je dirais, qui a un titre dans son pays, la Suède, qui est nommée la reine du digital et la reine de la plateforme collaborative. Et j'espère qu'elle va bien régner aujourd'hui et nous faire régner un environnement de digital utile pour cette plateforme collaborative. Et c'est une experte par ailleurs qui a œuvré dans une grande société et qui maintenant œuvre davantage tout ce qui est associatif. Nous avons avec nous aussi Franco Levici, qui est le CEO de BIM Open Innovation et qui est quelqu'un de très studieux. D'ailleurs, hier soir à l'hôtel, il a vraiment tenu à ce que sa présentation soit la plus pertinente possible avec le sujet d'aujourd'hui. Et puis nous avons des panélistes qui vont interagir, interpeller et puis converser avec nos deux key speakers. Nous avons aussi Youssef Zahir, qui est directeur du pôle ingénierie et développement au niveau du groupe Al-Amran. Et vous allez le voir, le groupe Al-Amran avance très bien dans cette direction. Nous avons Najib Adouane, qui est donc Head Digital Delivery au bureau GESA, qui est membre de notre fédération marocaine du conseil de l'ingénierie et qui est le plus grand bureau au Maroc et qui est un bureau de référence en matière surtout d'industrie et en matière d'énergie.
et qui en même temps board director de BSI. Alors BSI, c'est Smart Building International, avec laquelle on a signé il y a quelques semaines donc un agreement justement pour pousser, aller de l'avant dans cette approche collaborative grâce au digital, mais pas seulement au digital, hein, mais grâce surtout à un esprit, un mindset collaboratif. Alors, nous avions programmé Madame Keltemoumaïz, à laquelle je souhaite un bon rétablissement. Aujourd'hui, elle a eu un petit malaise, et donc elle sera remplacée par Abdelatif Tebra tout à l'heure, et donc qui est de l'Ordre national des ingénieurs topographes. Et nous avons aussi avec nous Madame Lubna Hani, qui est directrice développement chez Gidna. Alors Gidna, c'est une entreprise avant-gardiste très innovante, et on a eu d'ailleurs des démonstrations au niveau du BTP Expo tenu en mai 2024. Et puis nous avons aussi avec nous Anwar Sharif, c'est Anwar Sharif qui est professeur à l'UR et qui est aussi architecte. Vous voyez, donc nous on matérialise cette coopération et cette approche collaborative, puisqu'on a avec nous pas mal d'architectes, nous avons des ingénieurs d'entreprise, etc. Et nous avons même des juristes, et donc ça c'est important, et d'ailleurs c'est à l'image du Smart Building International avec laquelle nous avons signé cet agreement. Ça regroupe tout le monde, toute la chaîne de valeur est présente. Alors voilà, nous avons une parité qui est très intéressante, nous avons un tiers de femmes, et donc l'approche genre est bien respectée.